Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser un milieu évoluer naturellement, c'est pas du tout de la nature, c'est une évolution qui est spontanée, puisque dans la nature, il y aurait cette composante de grand herbivore, donc qui n'existe plus. J'ai coutume de dire que l'herbivore est à la fois un agronome dans la mesure où il sait reconnaître la valeur fourragère des plantes et la rechercher au meilleur moment de cette valeur fourragère, et en même temps un bon botaniste, c'est-à-dire qu'il sait reconnaître les espèces. Donc c'est une double qualité qu'on rencontre assez rarement chez l'homme. On a amené une idée un petit peu nouvelle qui était basée sur de l'écologie scientifique, et on ne voyait pas au nom de quoi ça ne marchait pas. Quand j'ai commencé à installer ça, les gens du secteur ont dit le jour où tire le compte verra des cigognes là-dessus. En gros, ça paraissait un petit peu vain. Et en fait, moins d'une semaine après la pose des premières plateformes, on avait déjà un couple qui s'installait dessus. Donc si on avait écouté tous les professionnels, on était sûr de rien faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Thierry Lecomte, écologue spécialiste du pâturage écologique. Avec sa femme Christine, il travaille depuis près de 50 ans à la préservation du patrimoine naturel et agricole exceptionnel de 4500 hectares du Marais Vernier en Normandie, un réservoir unique de biodiversité en France. Thierry défend la préservation des prairies herbacées qui jouent un rôle capital pour le maintien d'une grande diversité écologique dans le Marais. Lorsque l'on évoque la nature, l'image d'une forêt s'impose souvent, mais ce fantasme ne prend pas en compte la richesse spécifique liée à l'herbivorie, c'est-à-dire ces espèces animales et végétales qui dépendent directement de l'action de broutage et de piétinement des herbivores et de leurs boues et crottats. Il rappelle souvent qu'il n'y a de végétation herbacée que s'il y a des herbivores pour les manger. Pour entretenir des espaces ouverts riches en biodiversité, Thierry élève des vaches Highland, des chevaux camarguais et des moutons Shetland. En semi-liberté dans son marais, chaque espèce exerce une pression de pâturage différente. On aborde également le sujet de l'incroyable richesse en biodiversité des milieux ouverts avec Vincent Vignon dans l'épisode 2 du podcast. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Thierry dans l'épisode hors-série numéro 1, L'étrogne, arbres paysans et réserve de biodiversité. Il est l'un des 6 intervenants de ce documentaire audio à propos des arbres des mondes, ces gardiens à la croisée des savoir-faire agricoles et environnementaux. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite très fortement à le faire avant d'écouter ce podcast. Au cours de notre échange dans le jardin de sa maison normande, il nous explique sa pratique d'éco-pâturage, nous fait la visite du Marais Vernier, ainsi que le récit des actions écologiques qui y sont menées, comme le maintien de la population de cigognes blanches grâce à la construction de plateformes adaptées à leur nid. Enfin, on parle ensemble d'entomologie, c'est-à-dire la science des insectes, qui l'a amené à s'intéresser à la protection de l'environnement. Le Marais Vernier est le sujet du tout premier reportage YouTube de Charlotte sur notre chaîne Oiseau Bondissant. Je vous en passe un court extrait juste avant l'entretien. En attendant, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram sur les comptes oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast, et vous abonner à notre newsletter sur oiseaubondissant.fr. Et maintenant, bonne écoute! Thierry est écologue et le conservateur de la réserve naturelle des Courtils de Bouquelon en Normandie, dans le Marais Vernier depuis plus de 50 ans. Au fil des années et des recherches menées en étroite collaboration avec sa compagne, il est devenu spécialiste de la gestion des milieux naturels par le biais du pâturage écologique en semi-liberté avec des races adaptées à ces écosystèmes très spécifiques. Nous l'avons rencontré chez lui, en plein milieu de son marais, pour visiter cette réserve biologique où cohabitent insectes, amphibiens, oiseaux, moutons, vaches, chevaux et êtres humains, bien souvent les pieds dans l'eau. Et vous le verrez,
Cette zone humide portait particulièrement bien son nom à la saison où on y est allé. On a bien galéré. Le Marais Vernier est une zone humide remarquable. Elle se situe sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine et ce marais est né à partir d'un ancien méandre de la Seine que la Seine a recoupé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et sur cet ancien méandre s'est développée une des principales tourbières métropolitaines et cette tourbière donc s'étend sur 1200 hectares sur plusieurs mètres de profondeur. On va rencontrer sur cet espace une flore assez exceptionnelle, des espèces rares également en matière d'oiseaux, en matière d'amphibiens, en matière d'insectes, en matière de mollusques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Marais Vernier est labellisé au titre international à travers la Convention de Ramsar, mais également à travers d'autres dispositifs de préservation, comme un parc naturel régional, comme le Natura 2000. Il y a également quelques espaces qui sont un petit peu plus privilégiés en termes de protection, puisqu'ils ont été érigés en réserve naturelle ou en réserve de chasse et faune sauvage, ou en arrêté préfectoral de protection de biotopes, qui sont autant d'instruments dans la boîte à outils franco-française pour préserver des espaces de grande qualité. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton jardin. C'est avec plaisir. Au Marais Vernier, en plein soleil, alors qu'on est en Normandie. Ça arrive quand même de temps en temps, il ne faut pas croire certaines légendes qui voudraient que la Normandie soit particulièrement humide. On a aussi des beaux jours entre le 1er et le 2 août en général. Donc tu habites dans un marais, mais la Normandie ne serait pas particulièrement humide. La Normandie, au moins la Normandie orientale, c'est ce qu'on a appelé autrefois la Haute-Normandie. Ce sont plutôt des plateaux, mais largement entaillés, en particulier par la Seine, qui a développé au fil des millénaires des méandres dans lesquels se sont installées donc des zones humides d'importance internationale, comme le Marais Vernier, au bord duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, Thierry Lecomte, donc je suis ce qu'on appelle un écologue. Alors un écologue, c'est pas un écologiste. Un écologue, c'est quelqu'un qui a fait de solides études dans le domaine de l'écologie, qui est une discipline scientifique. Donc j'ai une double maîtrise, l'une de sciences naturelles et l'autre de biologie animale. J'ai poursuivi ensuite par un diplôme d'études approfondies en écologie. Et quelques années plus tard, donc, nous avons pu, avec mon épouse, soutenir une double thèse donc, en biologie des organismes et des populations, consacrée au Marais Vernier et à sa gestion. Cette thèse, elle a été soutenue en 1986. Elle s'appelait « Le Marais Vernier, contribution à l'étude et à la gestion des zones humides ». Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le processus de la réalisation d'une thèse en écologie ? Déjà pourquoi et comment ça se déroule ? Alors c'est quelque chose qui est venu un petit peu sur le tard, c'est parce que au préalable nous étions déjà en situation professionnelle, et notamment gestionnaire d'un terrain qui avait vocation à devenir une réserve naturelle. Et ce terrain a été exploité par des agriculteurs de façon assez traditionnelle, avec de la vache normande qui était placée en été, avec des opérations de fauche également, et les animaux étaient retirés en hiver pour se retrouver dans des étables ou sur des terrains plus secs. Le problème qu'on rencontre dans ce Marais Vernier, comme dans d'autres régions françaises marginales, c'est que ce type d'élevage étant de moins en moins rentable, on a assisté à ce qu'on appelle une déprise agricole, c'est-à-dire un départ des agriculteurs pour des raisons principalement d'âge et aussi de non-rentabilité de ces terrains très difficiles. Dans une première approche, on aurait pu se dire finalement l'homme se retire de ces terrains, c'est la nature naturelle et naturante qui va revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Et en fait pas du tout. Nos premières années de suivi de ces parcelles abandonnées ont montré qu'on allait vers une banalisation de la fleur avec des espèces un petit peu opportunistes, donc qui allait faire disparaître des espèces beaucoup plus rares, beaucoup plus intéressantes, et on allait de plus vers un boisement, lequel boisement, à base d'essences relativement banales comme le saule cendré et le bouleau, contribuait aussi à diminuer la biodiversité, en particulier celle des milieux ouverts.
Dans ce cadre-là, nous avons eu l'idée, aidée aussi par un enseignant de notre université qui a été ensuite notre directeur de thèse, de s'intéresser au rôle des herbivores, comme cela se faisait déjà parfois dans certaines réserves de Grande-Bretagne, où on remettait du cheptel pour maintenir des milieux ouverts, c'est-à-dire des milieux qui ne soient pas systématiquement boisés. Donc nous sommes lancés dans cette gestion avec des animaux, sauf que la vache normande n'était pas adaptée à rester très longtemps dans les marais, y compris en période hivernale, et donc l'idéal serait été de retrouver la vache sauvage. Or la vache sauvage, elle a un nom, ça s'appelle l'auroch, et l'auroch est une espèce qui a disparu d'Europe depuis plusieurs siècles, et donc nous n'avions pas la possibilité de réintroduire en fait ce chaînon manquant. Et on a choisi de remonter la généalogie des bovins, au lieu de faire comme on fait parfois dans le domaine agricole un peu productiviste, d'aller vers des races de plus en plus améliorées, mais de plus en plus fragilisées. On a plutôt essayé de remonter la généalogie des bovins pour trouver des races qui soient capables de rester dehors toute l'année, de se nourrir d'une végétation réputée n'ayant aucune valeur fourragère et pouvant résister aussi à différentes adversités, notamment le parasitisme. Alors tout ça, c'était histoire de poser en quelque sorte les fondements d'une théorie selon laquelle les herbivores seraient des animaux indispensables donc dans les écosystèmes terrestres. Et on nous a dit que ce serait vraiment plus intéressant si on se donnait les moyens donc de soutenir cette vision dans le cadre d'un double doctorat, donc qui serait sanctionné par un double jury, un jury plutôt orienté faune en ce qui me concerne, puisque je suis plutôt zoologue, disons de formation et d'inclination, et un jury plutôt de botanistes, de sociologues, en ce qui concerne mon épouse qui a eu la gentillesse donc de m'accompagner dans cette aventure du Marais Vernier. Donc tu viens de l'évoquer, il y a une particularité à tes études, c'est que vous avez fait une seule thèse à deux personnes. Deux thèses, mais deux thèses jumelées. Oui, deux thèses jumelées qui, du coup, représentaient un pavé de 600 pages, c'est voilà, ça ? tout à fait. Et donc, il nous a permis d'accéder donc au grade de docteur en biologie des organismes et des populations. D'accord. Et surtout, ce qui était important, c'est pas tellement la peau d'âne en quelque sorte, c'est plutôt que ce soit validé donc par un double jury dans lequel il y avait quand même des pointures en ce qui concerne l'écologie, comme le professeur Jean-Claude Lefebvre, pour ne citer, je dirais que lui, mais on pourrait citer aussi le professeur Frileux et d'autres éminents spécialistes de la flore ou de l'écologie ou des mammifères, notamment mon ami Patrick Duncan, donc, qui est le spécialiste mondial des chevaux sauvages, donc, qui était également membre de notre jury de thèse. Tu l'as évoqué, vous étiez déjà dans la vie active quand vous avez commencé votre thèse. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude après le lycée ? Dans quoi tu t'es lancé avant de faire une thèse ? Alors, disons que j'ai eu la chance ou la malchance d'être issu d'une famille assez peu fortunée, ce qui m'a conduit depuis l'âge de 16 ans à travailler pour cofinancer mes études. Et comme j'étais passionné d'entomologie, j'ai pu intégrer très rapidement un laboratoire de l'INRA qui se trouvait dans ma région. Et sa directrice, Madame Ricou, était spécialisée sur la prairie normande et l'entomofaune, donc la faune des insectes des prairies normandes. Donc elle travaillait dans ce domaine, avait besoin donc de systématiciens pour déterminer ses prélèvements. Et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle un petit peu en double actif, étudiant une partie de la semaine et travaillant donc à la détermination des insectes prairiaux une autre partie de la semaine. Et c'est cette directrice de l'INRA qui avait aussi des convictions et des compétences en écologie, puisqu'elle enseignait aussi à l'université, donc qui m'a en quelque sorte mis sur la voie du Marais Vernier en 1971, et voie que je n'ai pas quittée depuis 50 ans.
Il y a une notion que tu combats un petit peu, c'est la notion de climax forestier, c'est-à-dire que on devrait tendre dans l'écologie à vouloir mettre des forêts, de les laisser totalement protégées de l'action de l'homme, et que le combo sol-climat-végétal exclut complètement les grands herbivores de l'équation. Tout à fait. Il faut replacer ça dans son contexte historique de l'écologie, qui est une science très récente. Elle a été créée en 1866 donc par l'allemand Haeckel. Et comme toutes les disciplines scientifiques, elle progresse d'année en année. On sait bien que, pour reprendre l'exemple de la médecine, on ne soigne pas aujourd'hui comme on soignait il y a 30 ans avec le début des antibiotiques, ou il y a 50 ans avec les sulfamides, ou il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 5000 ans, quand on a commencé, ou même plus, quand on a commencé la médecine. Donc on conçoit bien qu'une science récente comme l'écologie a énormément de progrès à faire. Et ces progrès, c'est aussi dans la conception du fonctionnement des écosystèmes. Dans nos pays, comme les grands herbivores sauvages ont presque tous disparu, on n'avait pas vraiment pris conscience de leur importance dans les écosystèmes. Et la végétation étant peut-être un petit peu plus facile donc à étudier que la faune, parce que la végétation en général, elle est immobile, alors que sur la faune, on a des espèces migratrices, on a des stades larvaires, enfin c'est un petit peu plus compliqué, puis il y a beaucoup plus d'espèces aussi. Donc les premiers écologues qui étaient plutôt de sensibilité végétale ont considéré un monde naturel qui reposerait uniquement sur la végétation, sur son substrat, le sol, et dans un climat donné. Donc c'est cette trilogie sol, climat, végétation qui a donné la notion de climax, qui est très intéressante comme notion si on la limite à ce que deviendrait une végétation livrée uniquement à elle-même, mais qui est complètement réductrice si on conçoit ça comme un modèle de définition d'un écosystème, puisqu'on ferait l'impasse sur 80% de la biodiversité, c'est-à-dire sur la faune, en particulier les espèces herbivores. Donc là, on arrive à une notion qui est très importante pour toi, c'est que la biodiversité, et on l'avait déjà évoqué avec Vincent Vignon dans notre deuxième épisode, c'est que c'est pas uniquement la forêt, mais que les milieux ouverts, donc les prairies, sont également très riche en biodiversité. Alors, non seulement c'est très riche, mais c'est aussi de la vraie naturalité. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop gérable par l'espèce humaine. C'est la complexité d'un écosystème dans lequel on a à la fois des arbres et des milieux ouverts. Et en fait, l'espèce humaine, j'ai coutume de dire qu'elle s'est subdivisée en deux sous-espèces. Il y a d'une part le forestier qui, lui, veut le moins d'herbivores possible, parce qu'il sait que même une population importante de cerfs, et pourtant le cerf c'est le plus petit des grands herbivores qui nous restent, peut mettre à mal la régénération donc d'une forêt. Et d'autre part, on a la voie plutôt agricole qui préfère ne pas trop voir d'arbres, à moins de les avoir en périphérie de parcelles. Donc ces deux sous-espèces finalement forestières d'un côté et agricoles de l'autre qui ont déterminé le paysage un peu contrasté qu'on peut avoir, mais qui est finalement une création plutôt humaine, alors qu'on peut imaginer une interpénétration en fait des milieux boisés et des milieux ouverts qui évoluent à la fois dans le temps et dans l'espace, et que les grands herbivores soient un des déterminismes principaux donc de ces évolutions de l'un vers l'autre. Alors aujourd'hui, on a un véritable problème dans nos pays qui est la perte des milieux dits ouverts, parce que là où la charrue passe, la prairie trépasse en général, et là où elle ne passe pas, on va souvent avoir des difficultés économiques. Les éleveurs traditionnels sont souvent insuffisamment aidés financièrement, et on va avoir des milieux en déprise, et ces milieux en déprise vont soit se boiser spontanément, soit être reboisés, alors que rien ne prouve qu'ils étaient boisés à un moment ou à un autre, mais c'est tellement inscrit dans la tête de beaucoup de personnes que c'est le boisement qui préexiste, alors que en fait les milieux ouverts ont autant de légitimité à l'ancienneté que les milieux plus fermés. Oui, souvent dans la tête des gens, c'est sauver la nature, restaurer la nature, c'est planter des arbres. Absolument. Dans le cadre de notre doctorat, nous avons essayé de
comptabiliser donc la proportion d'espèces de plantes vasculaires, c'est-à-dire les plantes supérieures, entre guillemets, entre les milieux ouverts et fermés, et en prenant des ouvrages qu'on appelle des fleurs, et en recherchant le mode de vie de chacune des espèces, on s'est rendu compte que 63% des espèces étaient des espèces de milieux ouverts, alors que 15% seulement étaient des espèces de milieux forestiers, le reste étant des espèces aquatiques ou de lisières ou de landes. Donc, ce qui montre que on a quand même une biodiversité importante dans les milieux ouverts. Cette biodiversité végétale est elle-même le support d'une biodiversité animale très importante, soit d'animaux qui sont sténophages, c'est-à-dire qui vont se nourrir que d'une seule espèce de plante. Par exemple, le charançon de la salicaire n'ira pas sur la lysimaque, la petite abeille Macropis labiata qu'on voit sur la lysimaque n'ira pas sur l'iris, le charançon de l'iris des marais n'ira pas sur l'iris de Germanie, etc. Donc on a une spécificité très importante. Donc des espèces d'insectes sur des plantes de structure basse, et quand ces plantes-là disparaissent, eh bien on perd des compartiments entiers de biodiversité. D'où l'idée de maintenir ces milieux ouverts qui nécessitent aujourd'hui l'action de l'homme pour retrouver en fait le vecteur principal de l'ouverture des milieux que sont les herbivores. Alors il y a un biais qui a été introduit par la notion d'herbivore en agronomie, c'est que on a un petit peu l'impression que les herbivores se contentent de manger de l'herbe. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque dans un cycle annuel complet, un herbivore va se nourrir d'herbe pendant la belle saison, c'est-à-dire tant qu'il y a effectivement une végétation herbacée. Il va accumuler un certain nombre de réserves corporelles, et ces réserves corporelles vont être complétées à l'automne par des fruits d'arbres de bois dur, des glands, des châtaignes, des faînes, ce qui va contribuer à limiter les possibilités donc de développement des boisements. Et quand l'hiver arrive et qu'il n'y a plus d'herbes ni de fruits secs, les animaux vont vivre sur leurs réserves, ce qui leur permet, tout en mobilisant leurs réserves corporelles, qui leur permet de digérer et d'attaquer en végétation donc des écorces, des rameaux, des brindilles, des jeunes arbres. C'est-à-dire que le chêne, avant d'être centenaire, il a 1 an, et quand il a 1 an, il est très vulnérable à la dent d'un auroch, d'un tarpan, d'un bison, d'un élan, toutes ces espèces qui étaient présentes donc en France avant que ces espèces ne soient éliminées par l'homme. Tu dis il n'y a de végétation herbacée que s'il y a des herbivores pour les manger. C'est ton message principal, c'est remettre l'herbivorie au centre de la discussion, et ta spécialité, c'est donc l'éco-pâturage. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il faut concevoir que depuis au moins l'ère secondaire, à l'époque où on avait des dinosaures, tous les dinosaures n'étaient pas des T-Rex, n'étaient pas des carnivores, il fallait bien qu'il y ait quand même des brouteurs pour nourrir ces dinosaures carnassiers. Et donc, en fait, on a une coévolution entre les milieux herbacés et les herbivores qui s'en nourrissent. Donc il faut vraiment voir que tout ça a coévolué, c'est-à-dire ont évolué en parallèle. Et donc, petit à petit, les groupes d'espèces ont évolué, que ce soit chez les végétaux comme chez les animaux. Et dès le tertiaire, on va retrouver des mammifères herbivores. On va les retrouver au début du Quaternaire, dans cette longue période du Quaternaire qu'on appelle le Pléistocène, où on a donc des guildes d'herbivores à peu près partout. Et des publications récentes sous la plume de groupes de scientifiques réputés montrent que chaque fois que l'homme a conquis un nouveau continent, les grosses espèces d'oiseaux, les grosses espèces de reptiles, les grosses espèces de mammifères, en particulier les espèces d'herbivores, ont disparu. Les éléphants qu'il y avait dans les Amériques ont disparu, les chevaux qu'il y avait en Amérique ont disparu, etc. Donc, et dans nos pays, c'est pareil, les mammouths, les éléphants antiques, les rhinocéros, les nœuds ou pas, le buffle européen, toutes ces espèces-là ont disparu, et c'est la responsabilité, disons, de l'homme qui souvent est aujourd'hui est bien établi et mise en cause dans les disparitions de ces herbivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le fait de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser un milieu évoluer naturellement, c'est pas du tout de la nature, c'est une évolution qui est spontanée,
puisque dans la nature, il y aurait cette composante de grand herbivore donc qui n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de nombreux gestionnaires d'espaces naturels ou semi-naturels, des conservatoires d'espaces naturels, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des parcs régionaux, voire même des espaces verts urbains ou périurbains, réintroduisent des herbivores pour retrouver en fait cette biodiversité qui est attachée aux herbivores, parce que l'herbivore, dans son sillage, va entraîner énormément de groupes d'organismes vivants de différentes natures, chose qu'une gestion mécanique ne pourrait pas faire. Hein. On n'a jamais vu un tracteur fabriquer des insectes coprophages ou des insectes nécrophages. On n'a jamais vu une tondeuse générer un faciès bactérien, etc. Tout ça, ce sont des groupes d'espèces qui sont vraiment liés aux herbivores et dont la survie dépend même de l'existence d'herbivores, mais pas d'herbivores qui sont en stabilité à manger de l'ensilage de maïs ou des tourteaux de soja, des herbivores qui sont sur de l'herbe. Tu les as cités tout à l'heure, on avait 5 grands herbivores autrefois en Europe, donc l'élan, l'auroch, le bison, le tarpan, le cerf et l'âf. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de mettre un élan dans une prairie en Normandie. Donc quel type d'élevage est-ce que tu fais pour faire cet éco-pâturage ? Alors, effectivement, il y a eu deux stratégies pour les animaux qui ont fui la présence de l'homme et qui n'ont pas complètement disparu. Alors, donc, le tarpan a disparu, le buffle d'eau européen a disparu, l'auroch a complètement disparu. Ces espèces-là se sont retrouvées plus ou moins sous une forme donc domestique, au moins pour l'auroch et le tarpan. Le buffle, s'est retrouvé domestiqué plutôt en Asie, mais c'est sans doute un continuum d'espèces entre l'espèce qu'il y avait en Europe et l'espèce asiatique que l'on connaît actuellement, de la même manière que l'auroch avait aussi une répartition eurasiatique et ainsi que peut-être un certain nombre d'espèces de chevaux. Donc la stratégie pour les autres herbivores, ça a été soit de fuir en altitude. On a ça par exemple chez le bouquetin, chez le chamois, l'isard, dont sont des animaux qu'on aurait tendance à voir en montagne. En fait, c'est des animaux plutôt rupestres, mais pas forcément de montagne, mais c'est la civilisation qui les a poussés un peu en limite. Hein. On pourrait dire la même chose pour l'ours, qu'on appelle aujourd'hui en France l'ours des Pyrénées, mais en fait, c'est l'ours de France, c'est l'ours d'Europe. Il n'a pas vocation à vivre en altitude, et il pourrait très bien vivre au niveau de la mer, mais il a été poussé par la civilisation. Alors chez l'élan, c'est un petit peu différent. Lui, avec ses grandes pattes, il ne peut pas tellement évoluer dans des milieux de rochers, de pentes, etc. Et c'est pour ça que lui, il a immigré en latitude et il va se retrouver plutôt dans les régions nordiques où la pression humaine est plus faible. Mais la distribution originelle de l'élan au quaternaire et même jusqu'à la période historique, c'est les milieux également tempérés et jusqu'aux steppes, au semi-désert et jusqu'au Caucase. Donc la France avait des élans environ jusqu'à l'an 900, jusqu'à 900 ou 1000, et on suit sa disparition donc depuis cette période-là en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Tchécoslovaquie, Pologne, etc. On a vu cette espèce disparaître. Aujourd'hui, elle revient naturellement puisqu'elle est mieux gérée dans les pays où cette espèce est relativement abondante, et donc cet animal reconquiert le sud. On aurait pu, dans un premier temps, penser que son départ vers le nord était un problème climatique. En fait, c'est vraiment la pression humaine. Aujourd'hui, alors que la pression climatique voudrait que les espèces migrent vers le nord, eh bien, l'élan reconquiert du territoire largement vers le sud. Alors, pour en revenir à ta question, je vais finir par y répondre, nous élevons ici donc des animaux qui sont principalement des chevaux, des bovins et des moutons, qui correspondent à des races suffisamment rustiques donc pour rester dehors, pour ne pas nécessiter une nourriture trop élaborée, qui résistent au parasitisme et qui vont pouvoir, par leur action, mimer en quelque sorte ce qu'auraient pu faire les herbivores sauvages quelques siècles ou quelques millénaires auparavant. On est dans un marais, donc tout à l'heure on s'est baladé dedans, tu nous l'as fait visiter. On avait parfois de l'eau jusqu'à mi-mollet environ, parfois un peu plus. Charlotte en a fait les frais. Pour vivre dans ce type de milieu, on ne peut pas mettre une vache très sélectionnée, Prim Holstein, comme ça, il faut des animaux rustiques.
Oui, les animaux dits rustiques ont des capacités à survivre dans des environnements qui sont un petit peu moins faciles que des animaux qui ont toujours été sur des terrains relativement horizontaux, avec une protection contre les parasites, avec une nourriture un petit peu plus riche. Disons, ce qu'on a gagné en productivité, en général, on le perd en rusticité. Donc les bovins Highland que nous avons ne sont pas des animaux qui vont produire du lait en abondance, ce ne sont pas non plus des grosses bestioles en termes de carcasses bouchères, mais ils sont capables de valoriser des fourrages que les animaux que je viens de citer ne peuvent pas valoriser, et ça au moindre coût, et en même temps en préservant ou en générant des niveaux de biodiversité que ces espèces un petit peu fortement modifiées par l'homme ne sont plus capables de produire. Donc pour répondre à ce besoin en rusticité, vous élevez 3 espèces. Est-ce que tu peux nous les décrire et donner leurs avantages? Oui, alors le premier animal, enfin celui qui constitue la barre de coupe principale, est le bovin des hautes terres d'Écosse. C'est un animal qui a gardé quelques caractères un peu ancestraux, un dimorphisme sexuel assez important, avec les cornes en lyre chez la femelle, les cornes plutôt tournées en croissant vers l'avant, un petit peu comme les taureaux de combat espagnols. C'est un animal qui a un poil suffisamment long, donc notamment en hiver pour pouvoir repasser l'hiver dehors. Son format, c'est une race de format assez moyen. En termes de poids, on tourne autour de 450 à 650 kg pour les femelles, un peu plus pour les mâles qui peuvent monter à 750, 800 kg. Et donc ces animaux vont pouvoir évoluer assez facilement, donc dans des milieux assez difficiles. Il y a aussi une bonne longévité. Nous avons eu il y a quelques années un taureau qui est mort à 20 ans et qui était encore reproducteur l'année précédente. Les vélages se font sans difficulté. C'est un peu le désespoir peut-être de certains vétérinaires, puisqu'il n'y aura pas besoin d'intervenir sur des cheptels de ce genre, ou du moins les interventions seront plus au niveau de conseils, au niveau, je dirais, de la gestion globale d'un troupeau, mais il n'y a pas beaucoup de problèmes individuels, disons, sur ce type de cheptel, et qui va également consommer des végétaux qui seraient moins bien valorisés par des races plus sélectionnées. Tu parles de vaches de haut coteau d'Écosse, donc? Oui, la vache Highland. Voilà, tout à fait. West voilà, Highland. Celle qui a une frange. Voilà, qui a une frange entre autres. Voilà, c'est un petit peu amusant de raconter comment ces animaux sont arrivés dans la mesure où nous avons interrogé 4 types de professionnels à l'époque sur la validité et donc de conduire une expérience de gestion avec ces animaux. Nous avons d'abord interrogé les éleveurs du Marais Vernier qui connaissent très bien leur cheptel, qui connaissent très bien le Marais, mais qui ne connaissaient pas trop cette race-là. Et pour eux, on ne pouvait pas garder une bête comme ça en hiver dans les marais. Ils allaient sortir avec les flancs qui se touchent, ce qui est assez imagé pour comprendre qu'on allait les faire mourir de faim en quelque sorte. Donc c'était un petit peu décourageant. Les vétérinaires du secteur nous ont dit oui, mais dans les marais, la douve du foie, les strondes pulmonaires, les strondes digestifs, il va falloir traiter parce qu'il y a un contexte parasitaire qui est quand même très important dans les zones humides, ça va plutôt mal se passer, etc. Ah, bon, petite difficulté. Après, on a rencontré les agronomes. On leur a dit, ben voilà, dans nos prairies un peu en friche, il y a du Calamagrostis epigeios, il y a du Symphytum officinale, il y a du Joncus effusus, tout ça, est-ce que ça peut nourrir des vaches? Alors, comme c'est des plantes qu'ils ne connaissent pas trop, ils ont dit, oh ben non, tout ça, ça n'a pas de valeur fourragère. Ah, on va avoir encore un souci. Et puis, dernière interrogation auprès de l'INRA, du département de zootechnie, pour savoir si cette race-là, qui est une race de montagne, allait s'adapter à une zone humide. Et là, on nous a complètement découragés. On a dit, oh ben non, une race de montagne, c'est fait pour vivre en montagne. Et donc, au ras du niveau de la mer, dans votre tourbière, ça ne va pas le faire. Donc, si on avait écouté tous les professionnels, on était sûr de rien faire.
Mais on s'est dit qu'on avait, nous, un angle d'attaque un petit peu différent, qui n'était pas forcément basé sur le type de compétences des agronomes, des vétérinaires, des zootechniciens ou des éleveurs du Marais, qu'on amenait une idée un petit peu nouvelle, qui était basée sur de l'écologie scientifique, et on ne voyait pas au nom de quoi ça ne marchait pas. Et donc, comme disait Bergson, une conviction ne se prouve pas, elle s'éprouve. Et donc, on s'est dit, il faut au moins essayer. Alors c'est là que les ennuis ont commencé, parce que bien sûr personne n'a voulu mettre, je dirais, un peu de financement dans cette opération, ni nous donner l'autorisation de mettre ces animaux donc sur des terrains qui appartenaient à l'État, qui étaient gérés par un parc naturel régional. Donc il a fallu parlementer un bout de temps avant d'avoir l'autorisation de mettre les animaux sur les parcelles les plus éloignées de la route, parce que comme ça allait se planter, il ne fallait pas que ça se voie de la route et que ça se voit de la part du public. Et puis on a eu la chance de croiser des gens intelligents dans des clubs services, hein, ce qu'on appelle le Lions Club International, qui a bien voulu relever le défi et financièrement nous aider à acheter les premiers animaux, à faire les premières clôtures, etc. Donc c'est comme ça que l'expérience a démarré. Et le premier hiver passe, les animaux se portent bien, il y a des jeunes qui naissent, etc. Et c'est un peu comme ça que s'est mis en route ce mode d'élevage, et les résultats scientifiques qui ont accompagné donc sur le plan à la fois microbiologique, puisqu'on a eu un microbiologiste qui a travaillé sur l'impact des animaux avec des zones témoins non pâturées et des zones témoins pâturées, des transects botaniques et phytosociologiques, et puis moi j'ai travaillé plus particulièrement en tant qu'entomologiste sur les insectes floricoles, en prenant un groupe de référence que sont les diptères syrphidés, ces espèces de mouches qui ressemblent un peu à des guêpes ou des abeilles ou des bourdons, donc qui jouent un rôle important aussi dans la pollinisation. Et donc tous les résultats qu'on a obtenus à travers ces descripteurs du sol, de la végétation ou de l'entomofaune ont montré aussi la pertinence donc de l'expérience. Alors évidemment dans notre tête l'idée c'était d'avoir plusieurs espèces, et on avait bien pensé au cheval de Camargue. Là aussi ça a été un petit peu compliqué, parce que tous les gens qui se autoproclamaient compétents en matière de cheval disaient que des chevaux dans les marais, les pauvres bêtes, etc., ça n'allait pas fonctionner. Et donc on a eu la chance d'avoir l'appui donc de la station biologique de la Tour du Valat, qui à l'époque était encore présidée par Luc Hoffmann, qui est le grand instigateur au niveau mondial de la préservation des zones humides, et qui a mis en place la Convention internationale de Ramsar. Et la Tour du Valat nous a aidés à mettre en place donc l'expérience avec des chevaux de Camargue. Et pendant 10 ans, nous avons observé séparément ce que faisaient les bovins Highland et ce que faisaient les chevaux. On n'a pas voulu mélanger les deux espèces dans un premier temps pour savoir qui faisait quoi. Et donc, c'est au bout de 10 ans qu'on a mélangé les deux espèces en ouvrant tout simplement la clôture qui était mitoyenne entre les deux parcs, celui où il y avait les chevaux, celui où il y avait les bovins. Et on s'est rendu compte que les chevaux se précipitaient pour manger les refus des bovins, et les bovins se précipitaient pour manger les refus des chevaux. Ce qui montrait bien la complémentarité donc qu'il y a. Les moutons Shetland sont arrivés un petit peu en parallèle pour essayer d'avoir une troisième espèce qui, par son gabarit un peu plus faible, pouvait jouer un rôle avec un museau plus fin sur les ronces, sur certains arbres comme les aules qui sont assez riches en tanins, que les chevaux et les bovins mangent peu volontiers, puisque ces tanins bloquent les enzymes qui assurent la digestion donc des animaux. Mais les moutons réagissent mieux à ces tanins et sont capables de le contrôler donc davantage la progression des aules dans une prairie marécageuse. Donc, l'intérêt de mixer les espèces, donc 3 espèces, c'est qu'elles ont trois types de végétation qu'elles aiment brouter. Et donc, ça empêche la domination de certaines espèces sur d'autres. Tout à fait, ça joue un rôle complémentaire, et en même temps, donc, on va avoir aussi des effets un petit peu différents sur la faune, notamment sur toutes les espèces qui sont inféodées à telle ou telle espèce donc, d'herbivores, notamment les insectes coprophages, les insectes parasites aussi, hein, l'œstre du mouton,
et ne va que sur le mouton, le gastérophile du cheval ne va que sur le cheval, etc. Donc, et le varon ne va que sur le bovin. Alors tout ça, c'est évidemment des espèces de parasites. Dans notre culture, on n'aime pas les parasites parce qu'on les voit toujours à charge. On ne voit pas s'ils peuvent aussi apporter quelque chose de positif. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont à réaliser dans ce domaine. On sait que pour la faune plus importante, pendant longtemps, beaucoup d'animaux ont été considérés comme nuisibles parce qu'on voyait, je dirais, qu'à côté de la médaille, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les prédateurs jouaient un rôle pour maintenir leurs proies justement en bonne santé et que beaucoup d'espèces qui étaient réputées nuisibles dans les années 50 sont aujourd'hui des espèces protégées, voire qu'on suit ou qu'on essaye de préserver à travers des PNA, des plans nationaux d'action sur la loutre ou sur d'autres espèces ou sur le balbuzard qui étaient autant d'espèces jugées nuisibles donc il y a quelques décennies. Aujourd'hui, au contraire, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de les préserver. Après ta description de ton élevage au Marais-Vernier, on peut imaginer que les bêtes se débrouillent toutes seules. Comment est-ce que tu mènes cet élevage ? Alors cet élevage, il est mené de la façon la plus naturelle possible. Il faut savoir cependant que nous avons des contraintes réglementaires, notamment en ce qui concerne l'identification, notamment le fait que les veaux doivent être bouclés peu de temps après la naissance. Donc dans un milieu comme le Marais, où les veaux peuvent naître au milieu de touffes de joncs dont ils ont à peu près la même couleur à la naissance, et le comportement ancestral des bovins rappelle celui des cervidés, c'est-à-dire que la mère fait son petit, le cache quelque part, rejoint le troupeau et de temps en temps s'éloigne du troupeau pour aller l'allaiter. Donc d'identifier le veau dans les 48 heures, il faut déjà tomber dessus. Ce qui n'est pas garanti, et donc du fait de son côté homochrome, et puis sur des surfaces assez vastes avec une végétation assez haute, c'est pas non plus très facile. C'est une problématique qui est semblable aux éleveurs en alpage. Tout à fait, sauf que parfois les naissances en alpage se font avant la mise en alpage, se font encore en stabulation. Là, on est vraiment sur milieu vraiment naturel. Quand on trouve le veau, il faut avoir sur soi la pince pour boucler les boucles. La première boucle se fait sans trop de douleur, mais à ce moment-là, le veau, il va crier assez fortement. Donc dans ces cas-là, la maman arrive et vous avez vu ce matin la longueur des cornes. Donc il faut être très 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 rapide pour poser la deuxième série de boucles si on ne veut pas avoir des mauvaises surprises. Donc tout ça, c'est un peu de l'anecdote, mais c'est pour dire que c'est quand même un métier un petit peu différent que de l'élevage traditionnel. Et on a également l'obligation de faire des prises de sang pour contrôler un certain nombre de maladies comme la brucellose, voire parfois aussi la tuberculose à travers d'autres méthodes de recherche. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir mettre la main périodiquement sur les animaux, ce qui nécessite donc d'avoir une infrastructure d'élevage qui passe par des parcs de tri, des parcs d'attente et des couloirs de contention. Donc, et on s'est, au fil des années, on s'est équipé de cette manière-là donc pour pouvoir faire ces suivis. Pour les chevaux, c'est un petit peu plus light dans la mesure où il y a juste un besoin d'identification, donc à travers des puces électroniques et puis une déclaration donc des poulains auprès des services concernés. Donc c'est assez, disons, c'est plus facile techniquement d'avoir des chevaux que d'avoir des bovins, mais les bovins font un travail que les chevaux ne feront jamais. C'est pour ça qu'on continue donc à avoir des bovins, même si leur gestion est difficile. Sur le Marais-Vernier, on assiste aujourd'hui en lien à la fois avec des travaux de drainage qui ont été conduits dans les années 50. À l'époque, on voulait faire du Marais-Vernier l'Ukraine normande, pour reprendre les promoteurs donc de l'époque. Un système de drainage mis en place a eu pour effet d'abaisser le niveau de la tourbière par minéralisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'élévation du niveau marin, entre autres, on assiste à une inondabilité plus forte donc du marais, et les animaux ne sont pas à pattes palmées quand même, et donc ça oblige maintenant à avoir une gestion un petit peu différente, quoi de pouvoir disposer
créer de terrains plus secs sur les pentes aux alentours du marais pour faire hiverner les animaux, soit de les affourager quand le milieu est complètement inondé, donc ils n'ont plus aucune ressource alimentaire. Donc là, il faut bien donner du foin ou une autre forme de nourriture. Enfin, en l'occurrence, c'est du foin de marais en ce qui nous concerne. Il y a une notion qui est très importante pour toi, c'est de surtout combattre la vermifugation systématique des bêtes. Oui, alors on comprend bien que dans un élevage plus intensif, le parasitisme peut faire quand même pas mal de dégâts. Il faut avoir plusieurs ingrédients, je dirais, dans la formule qu'on va utiliser. On va déjà essayer d'avoir plusieurs espèces, plusieurs espèces d'herbivores, parce que en fait, le parasitisme en général est inféodé à telle ou telle espèce d'herbivore. Donc si par exemple on a 10 hectares à gérer et qu'on a besoin de 10 animaux, si on a 10 vaches ou 10 chevaux, on va avoir un certain taux de parasitisme. Si on a au contraire 5 chevaux et 5 bovins, on va diluer le parasitisme par 2. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'avoir des races suffisamment rustiques qui vont mieux supporter le parasitisme et qui vont surtout, pendant les premières années, développer une immunité qui leur permettra petit à petit d'éliminer donc le parasitisme. Après, il y a aussi le fait qu'on est dans un système extensif, c'est-à-dire au moment où la température extérieure, nocturne, devient relativement importante, on va avoir une herbe suffisamment haute. Or, les formes libres contaminantes sont souvent au collet des plantes et pas en hauteur. Donc, si bien que les animaux qui vont plutôt abrutir sans gratter jusqu'au niveau du sol vont avoir moins de chances, disons, au niveau statistique, de se trouver parasités. Et puis on a des alliés qu'on oublie également de temps en temps. Ce sont tous ces insectes, notamment les coléoptères scarabéidés. Les scarabéidés ont comme caractéristique des animaux fouisseurs. Pour ça, ils ont un outil fantastique, ce sont leurs pattes antérieures, et principalement les tibias, et notamment les marges externes des tibias antérieurs qui sont garnies d'épines. Et donc, quand ils vont brasser dans la bouse, dans le crottin, ils vont aussi détruire des pontes de parasites, et ça va aussi abaisser, je dirais, le taux de survie donc de ces parasites. Et enfin, il y a aussi certaines plantes qui, semble-t-il, dans les marais, comme ailleurs, peuvent avoir des propriétés anthelmintiques. Alors, évidemment, une vache qui serait parasitée jusqu'au bout des naseaux, c'est pas parce qu'elle va manger 3 brins de puliculaire ou d'autres espèces qu'elle va se déparasiter, mais une consommation, je dirais, régulière, dans un contexte extensif pour une race rustique, etc., peut permettre sans doute d'avoir un parasitisme trop fort. Si bien que nous n'avons jamais vermifugé nos bovins ni nos chevaux, et on a des animaux qui, à l'âge adulte, ont eu sans doute des traces, et on va le retrouver peut-être des petites marques de sclérose au niveau du foie notamment, mais ces parasites ont fini par disparaître. L'animal a pris le dessus sur le parasitisme. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que en fait la plupart des substances aujourd'hui sont des substances qui ne sont pas ciblantes sur des espèces de parasites. Ces substances ont un spectre trop grand, notamment tout le groupe des avermectines, la cidectine, la moxidectine, etc., et vont taper également les diptères, les coléoptères, et c'est très embêtant en termes de biodiversité. Si je reprends l'exemple de nos coléoptères scarabéidés, il faut savoir que dans ces scarabéidés, donc on a des petits coléoptères particuliers qu'on appelle des aphodius, et les aphodius sont la nourriture quasi exclusive de certaines espèces de chauves-souris qui sont des espèces patrimoniales, qui sont inscrites donc à l'annexe 2 de la directive Habitat, notamment les rhinolophes. Et donc si on veut faire de la gestion écologique et qu'en même temps on balance aux animaux des vermifuges, on va aller un petit peu à l'encontre du but recherché qui est de préserver la biodiversité, et notamment ces chauves-souris qui ont besoin de ce type de coléoptères, notamment les femelles en gestation ou les femelles allaitantes qui recherchent particulièrement ce type de proie. Donc on ne se rend pas compte, mais d'avoir une logique sanitaire très stricte comme peut l'avoir l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire de vermifuger systématiquement les animaux, ça peut avoir des conséquences énormes. Tout à fait. Il y a le professeur Lumaret qui a passé une grande partie de sa carrière à travailler cette question, à mettre en garde et à publier sur justement
tout ce problème de l'abus qui est parfois fait donc de ces substances et qui est très préjudiciable à l'environnement. Alors de loin on voit des vaches sur de l'herbe, on dit c'est bien, c'est écolo, mais en fait si elles sont traitées avec des substances assez toxiques, rémanentes aussi, notamment en milieu humide, ces substances se retrouvent dans l'eau, posent des problèmes sur le zooplancton. Le zooplancton sont ces petits crustacés aquatiques, on a des ostracodes, des copépodes, etc. Donc qui sont à la base de chaînes alimentaires aquatiques qui sont également impactées par ces substances. Pour les chevaux, c'est pareil. Même pour l'équitation de loisirs, on a tendance à vouloir vermifuger ces chevaux. Un cheval qui vient d'être vermifugé avec certaines substances et qu'on balade dans la nature, il va faire des crottins tout le long de la randonnée. Il va être à l'origine de la mort d'environ 10 000 insectes. Tu fais un élevage, donc quelles sont les qualités de cette viande d'animaux qui ont pâturé en liberté, en milieu sauvage? Alors pour les chevaux, on n'a pas trop de recul par rapport à ça, puisque nos chevaux ne sont pas utilisés. Nous avons mené quelques années une expérience avec des bouchers de la région du Havre, qui au début étaient assez peu enclins à les prendre. Et en fait, on avait fait en même temps une enquête organoleptique auprès des clients et qui ont montré en fait que c'était une viande qui était à la fois tendre, donc c'est pas, ça fait le fait qu'elle soit dans des conditions de vie difficiles ne fait pas de la carne pour autant. Et ce sont aussi, comme beaucoup de races un peu anciennes, des viandes un petit peu persillées, donc qui ont des propriétés organoleptiques assez intéressantes. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce type de viande qui peut être assez recherchée puisque elle a quand même sans avoir une étiquette bio affichée quelque part c'est plus que du bio quoi, puisque elles sont quand même des animaux qui vont avoir plusieurs centaines de plantes à leur régime alimentaire, donc on n'est pas sur de l'élevage hors sol à coup d'ensilage ou de tourteaux d'une espèce cultivée. Est-ce que tu penses qu'un paysan éleveur pourrait intégrer une logique économique avec un élevage en éco-pâturage comme le tien? Alors certains le font déjà. Il y a déjà des gens qui, soit avec du Highland, soit aussi avec d'autres races. Il y a des essais qui sont menés avec de la vache bretonne, avec de la vache nantaise, enfin, avec un certain nombre de races où il y a un intérêt, je dirais, plus culturel ou génétique, ou les deux, donc de préserver un certain nombre de races anciennes. Donc ça se fait déjà depuis pas mal de temps dans différents lieux de France ou d'ailleurs. Tu l'as dit, les courtils de Bouclon, c'est essentiellement de la tourbière. Si on s'en rappelle, la tourbe, ça a été surtout exploité donc, pour le chauffage ou aujourd'hui pour faire des semis, ce genre de choses. Ce qui a protégé le Marais Vernier, c'est sa difficulté d'accès, il me semble. Quel est l'intérêt de conserver aujourd'hui les tourbes, les tourbières? Alors, il y a il y a plusieurs voies d'intérêt. On a quand même des paysages assez particuliers. Donc déjà, ça peut être un élément de valorisation économique par le biais du tourisme. On a un intérêt important par rapport au problème climatique qui est que les tourbes en fait stockent des quantités énormes de carbone et donc il convient d'éviter de les déstructurer parce que chaque fois qu'on va drainer de la tourbe ou qu'on va extraire de la tourbe pour la brûler ou pour en faire des semis, on va évidemment faire perdre cette capacité de stockage de carbone et c'est un petit peu dommage, disons, compte tenu de la problématique climatique actuelle. Et puis, on a quand même aussi cet aspect de biodiversité. Dans les tourbières, on a des organismes végétaux, animaux, bactériens, etc., fongiques, qu'on ne trouve que là. Et si on perd évidemment les tourbières, on perd tout ce qui pousse dessus. Et on va perdre aussi de la nature un peu plus ordinaire, parce qu'on n'a pas que des choses extraordinaires dans les milieux de tourbières, on a aussi des animaux plus communs, mais qui font partie également de la biodiversité. Et ce sont en général des zones avec une pression humaine relativement faible, qui permet donc à des espèces de trouver un refuge qu'ils ne trouvent peut-être plus dans d'autres types d'espaces où l'empreinte humaine est beaucoup plus forte. Alors, le Marais Vernier, le Verne en vieux français, ça veut dire l'Aulne.
Et Denis Chessou, quand il est venu pour faire l'émission CO2 Mon Amour, a dit que le Marais était le royaume de l'arbre tétard. Quel rôle, quelle pratique vous avez et quel rôle tient l'arbre émondé, donc la trogne, ou le tétard, comme on dit en Normandie, dans le Marais? Alors, c'est quelque chose qui est presque universel. En Espagne, en Pologne, en France, enfin dans beaucoup de pays, c'est une technique donc qui a été utilisée. Quand on regarde les miniatures les riches heures du duc de Berry, on voit par exemple en bordure de rivière des arbres qui viennent d'être étêtés. Donc c'est une pratique également assez ancienne. Ça a pour vertu en fait de récolter du bois sans tuer l'arbre. Je crois que c'est la première vocation et c'est pour ça que ce système a été inventé. C'est-à-dire une façon de prélever du bois, mais de faire en sorte que l'arbre va repousser, on ne le coupe pas définitivement. Et donc c'est quelque chose qui peut se faire sur un certain nombre d'essences. Ça peut être du chêne, ça peut être du charme, ça peut être évidemment des arbres qu'on va trouver plus dans l'eau, comme le saule, comme le peuplier. Et d'une moindre mesure, mais parfois elle le supporte assez bien, l'aulne, qui peut supporter aussi la mise en tétard. Alors pour nous autres écologues, le tétard va aussi avoir des vertus en termes de biodiversité. Je vous disais tout à l'heure que le Marais est assez souvent inondé. Eh bien, ces tétards qui ont tendance à se creuser vont permettre, en période d'inondation, d'accueillir un certain nombre d'organismes terrestres, de zones humides, mais qui n'aiment pas être passés 3 mois sous l'eau. Je pense par exemple à un carabe, ce qu'on appelle le carabe granuleux, c'est qu'un carabe inféodé aux zones humides, eh bien, il va trouver pour l'hiver, dans ces troncs de saules qui ont tendance à se creuser un petit peu au fil des années, un refuge donc pour l'hivernage. Ça m'est arrivé de voir un jour à 2 mètres de hauteur un renard qui avait pris ses quartiers d'hiver sur un tétard pour se mettre à l'abri donc de l'eau. Il y avait de l'eau tout autour et le renard s'était installé. Il avait réussi à grimper parce que les tétards c'est pas bien haut, c'est parfois un petit peu penché. Il y a une écorce un peu rugueuse, un peu de lierre autour. Enfin, il y a ce qu'il faut pour qu'un quadrupède avec des bonnes griffes arrive à il y a un bon coup de rein, donc arrive à se mettre dedans. Vous allez voir aussi des oiseaux, notamment le rouge-queue à front blanc par exemple, qui va affectionner ce genre de choses, la chouette chevêche aussi, et donc ces arbres vont servir aussi dans une sorte de régulation donc du cycle de l'eau, puisqu'un arbre tétard c'est environ 400 litres d'eau par jour d'évapotranspiration, contribue donc à faire bénéficier en période de sécheresse les écosystèmes voisins de l'humidité du Marais. C'est-à-dire que c'est une façon pour le Marais de rendre une partie de son eau qu'il a accumulée à une certaine période donc vers des écosystèmes limitrophes qui peut être la forêt, qui peut être la culture, qui en pleine canicule peuvent, si vous me permettez l'expression, tirer un petit peu la langue. Eh bien, ça va redonner de l'humidité dans l'air qui est bénéfique donc pour toutes sortes de plantes qui ne sont pas des plantes de marais. Il y a donc aussi l'aspect paysager et donc dans ce souci de préserver un petit peu les valeurs paysagères de ce type de marais, donc nous avons entrepris pendant plusieurs années donc de planter un certain nombre de saules. Aujourd'hui, on doit être à pas loin de 600 arbres tétards qui ont été plantés, en majorité des saules blancs, mais également un peu de frêne et également du peuplier noir, mais originaire de la vallée de la Seine, puisqu'on a un écotype un peu particulier du peuplier noir en vallée de Seine. Et comment est-ce que vous faites pour, donc on dit émonder, c'est-à-dire couper toutes les branches des arbres ? Alors c'est assez simple, il faut juste être patient. Au début de la plantation, en général, on ne va pas planter un arbre, on plante une branche, on plante un plançon et le plançon s'enracine et va donc bourgeonner et faire des branches. Alors on va le couper à peu près à 2 mètres de hauteur, mais on le coupe à la hauteur qu'on souhaite, ça peut être 1,50 m ou 2,50 m ou 3 mètres. Mais à 3 mètres, après, il faudra aller chercher les branches, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc pendant plusieurs années, on va couper un petit peu les petites branches et qui vont repartir toujours depuis la sommité de l'arbre. Et petit à petit, donc le tronc de l'arbre va se boursoufler, va grossir, et on va arriver donc à des arbres qui vont devenir de plus en plus imposants, avec des branches qu'on va laisser grandir pendant 9, 10, 11, 12 ans. Autrefois, ça se faisait souvent lors des révisions de baux, qui se faisaient tous les 9 ou tous les 12 ans.
Et donc c'est à peu près la bonne durée. Après, tout dépend, je dirais, le type de section de bois que l'on recherche. Et il y a des arbres qui supportent moins bien, par exemple les peupliers. Si on attend trop longtemps de les émonder, on risque de les voir mourir. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Le saule résiste mieux, mais l'arbre qu'on a traité ainsi, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on est un petit peu condamné à l'entretenir de cette manière-là. Si on ne le fait pas, les branches vont prendre beaucoup de poids par rapport au tronc, et un coup de vent peut faire en sorte que les branches s'arrachent et fendent le tronc, coupent le tronc, ce qui nous arrive de temps en temps. Même sur des saules relativement jeunes, il y a quand même un petit peu de pertes liées au coup de vent un petit peu brutaux qu'on peut avoir à certaines périodes de l'année. Et vous avez une expérimentation en cours là avec des jeunes saules, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a essayé, mais c'est pas vraiment concluant, de faire un saule millénaire, en fait en plantant des jeunes saules, des plançons, les uns à côté des autres, en espérant que ces plançons issus du même arbre pourraient se reconnaître et se greffer l'un sur l'autre, mais en fait ça ne semble pas bien fonctionner. C'était juste un essai, je dirais presque pour s'amuser. Alors les plançons, ce sont des branches qu'on va planter, et donc, mais qui n'ont pas de racines, mais en terrain très humide, des racines se forment assez rapidement, et du coup le plançon devient arbuste. Il y a une espèce d'oiseau très emblématique qui a fait son retour au Marais-Vernier. On en a vu tout à l'heure plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler de la démarche qui a permis de les faire revenir ? La cigogne blanche est un oiseau assez emblématique, très apprécié dans l'est de la France. Dans d'autres régions, elle était considérée un peu comme nuisible, et on l'a assez souvent détruite. Si bien que la cigogne, à part chez nos amis alsaciens, avait quasiment disparu de France. À partir du moment où c'est une espèce qui a été officiellement protégée, on a vu ces populations se reconstituer petit à petit, sans doute à partir de cigognes en provenance de la péninsule ibérique qui cherchait un peu des nouveaux territoires, ou peut-être même de cigognes alsaciennes qui cherchaient aussi à gagner du terrain. Et je voyais de temps en temps des cigognes passer dans le Marais-Vernier, mais elles ne nichaient pas parce que la structure des arbres, la plupart des arbres dans le Marais se prêtent assez mal à la construction d'un nid pour des animaux qui font 2 mètres d'envergure. Le nid va peser plusieurs centaines de kilos au bout de quelques années, et donc les aules ou les saules sont trop faibles en fait pour tenir durablement. Alors ça peut arriver de temps en temps. On a vu des expériences, des exemples de cigognes faisant un nid sur l'aule, mais très vite, au bout de disons 2 ou 3 ans, le nid dégringole parce que le poids devient trop fort pour les branches de l'aule. Et donc l'idée, ça a été de susciter en fait le stationnement des cigognes en mettant à leur disposition des plateformes propres à la nidification. Donc on a pris des poteaux télégraphiques de récupération sur lesquels on a installé des plateformes métalliques et sur lesquelles des branches ont pu être disposées. Quand j'ai commencé à installer ça, les gens du secteur ont dit le jour où le compte verra des cigognes là-dessus. En gros, ça paraissait un petit peu vain. Et en fait, moins d'une semaine après la pose des premières plateformes, on avait déjà un couple qui s'installait dessus. On a un peu médiatisé cette opération puisque on a bénéficié à la fois d'un régiment de génie qui est venu nous donner un coup de main parce que pour planter des pylônes en plein marais, c'était un petit peu compliqué. On a bénéficié de l'aide d'objecteurs de conscience qu'on a fait travailler avec les militaires. On trouvait que c'était intéressant de faire un rapprochement a priori contre nature, mais qui a très bien fonctionné. Et puis dans un deuxième temps, nous avons également travaillé avec les chasseurs du secteur qui ont accepté de mettre des plateformes, et on a fait ça donc avec des ornithologues également, et on a fait travailler chasseurs et ornithologues ensemble, ce qui montre que quand il y a de la bonne volonté de part et d'autre, on peut sortir, je dirais, de la guéguerre un peu stérile et perdant-perdant pour la biodiversité vers quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Il y a une leçon qu'on peut tirer de ton parcours, c'est que parfois, si on veut réussir des nouvelles aventures, il faut ne pas écouter les spécialistes.
Il faut ne pas lâcher l'affaire, comme on dit, c'est-à-dire il faut avoir des convictions, mais il faut que ces convictions ne soient pas des convictions trop fumeuses non plus. Il faut quand même qu'elles soient assises sur des choses qui tiennent un petit peu la route sur un plan technique ou sur un plan scientifique. Au début, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs en matière d'élevage. J'avais pas trop l'habitude. J'ai bien le souvenir, étant gamin, d'accompagner des vaches normandes sur les routes du Pays de Caux, mais c'était dans un contexte tout à fait différent. Donc, à mes dépens, j'ai fait quelques erreurs, mais bon, j'ai appris à les corriger et j'ai appris un petit peu le métier sur le tas. Mais c'est sûr que il faut pas avoir peur d'explorer des voies nouvelles. Et je pense que c'est une chance, disons, d'avoir pu poursuivre cette idée et de ne pas m'être laissé décourager par toutes les structures ou les personnes qui me prédisaient l'échec. Pour conclure avec cette partie de l'interview, est-ce que tu peux nous faire un peu une liste non exhaustive des espèces protégées et emblématiques du Marais? On vient de parler de la cigogne blanche. Alors je vous parlerai peut-être aussi comme espèce emblématique de la grassette du Portugal, qui est une petite plante carnivore. Je vous parlerai peut-être des rossolis, qui sont des drosera, d'autres plantes de carnivores de tourbière. Je vous pourrais parler aussi de la potentille des marais, le Comarum palustré, donc qui est une plante assez rare également. On a chez les champignons une russule caractéristique des zones humides, la Russula claroflava, donc qui est une russule jaune. On peut avoir chez les amphibiens, on a encore un peu de triton crêté, donc dans les mares qui bordent la tourbière. Je vous ai parlé dans les poissons de la bouvière, mais on pourrait parler de l'anguille qui est assez menacée aujourd'hui, du brochet. On pourrait également évoquer la coronelle lisse, donc une couleuvre qu'on voit sur les coteaux, mais qu'on peut voir aussi en zone humide, mais qui se fait assez rare. On peut parler de la musaraigne aquatique, on peut parler d'un certain nombre d'espèces de chauves-souris, grand rhinoleph en tête. Enfin, il y a énormément d'espèces. On a aussi évoqué le courlis cendré qui est nicheur, la vossette élégante, l'échasse blanche, donc qui est également nicheuse. La gorge bleue à miroir, etc. Le buteur est hivernant sur la réserve des Courtils tous les ans. Enfin, il y a énormément de choses. Les cigognes noires qui sont de passage. Enfin, on a énormément d'espèces qui sont des espèces emblématiques. On a à peu près une cinquantaine d'espèces protégées ou fortement patrimoniales, rien que sur la réserve des Courtils de Bouclon, en termes de plantes. Et si on rajoute les insectes, si on rajoute les mollusques, on va évidemment faire grimper ce chiffre énormément. Pour les jeunes naturalistes qui démarrent, il y a un sacré nombre de coches à faire au Marais-Vernier. Oui, c'est pour ça qu'on continue à accueillir des étudiants, à accueillir des groupes de stagiaires de tous âges qui sont en formation, qui s'intéressent donc à ce genre de choses. Et on a aussi la chance, parce qu'on n'est pas omniscient, et donc on a eu beaucoup de chance d'accueillir des naturalistes très pointus dans le domaine, par exemple, des mousses, des bryophytes, des champignons, des mammifères, des chauves-souris, des oiseaux, des libellules, des papillons, etc., qui chaque fois nous ont aidés à compléter les inventaires. Et donc les associations naturalistes un petit peu pointues sont vraiment très précieuses pour aider à réaliser des inventaires et en même temps donner aussi des préconisations pour la préservation de telle ou telle espèce. Par exemple, pour le vertigo de Desmoulins, qui est un escargot minuscule, mais qui est inscrit à la directive Habitat, donc, dont il faut prendre soin, eh bien, on sait qu'il faut quand même un pâturage pas trop important pour garder un petit peu de litière, parce que c'est dans la litière de Carissé, qui va trouver les éléments dont il a besoin pour sa survie. Donc voilà, c'est la contribution des naturalistes est très importante et on les a toujours remerciés chaleureusement de l'aide qu'ils ont pu nous apporter au fil des années dans la connaissance de ces terrains. On arrive à la dernière partie de cette interview. Si tu pouvais nous donner un message pour les jeunes.
qui veulent se lancer? Je leur dirais, ne lâchez pas l'affaire, hein, de certaine manière. Je pense que quand on veut, et qu'on le veut vraiment, il ne faut jamais se décourager, il faut ne pas hésiter 100 fois sur le métier, remettez l'ouvrage. Donc, ne pas hésiter à se former, ne pas hésiter à s'ouvrir. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir un peu une double direction. À la fois être très généraliste, c'est-à-dire pour comprendre comment l'ensemble fonctionne, et en même temps avoir je dirais un peu une spécialité. C'est important d'avoir aussi un créneau où on peut apporter aux autres sa propre expérience, comme nous on fait par exemple sur le registre de l'herbivorie. Donc c'est un peu ma spécialité, je l'apporte aux autres, mais les autres m'ont apporté également, d'autres spécialistes m'ont apporté des choses intéressantes également. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle? Alors oui, je pourrais conseiller 2 lectures, moi, qui m'ont apporté beaucoup. Il y a donc, dans ces lectures qui m'ont apporté beaucoup, il y a Les Souvenirs entomologiques de Fabre. D'abord, c'est très bien écrit. D'avoir donc quelqu'un qui manie le français avec élégance, c'est un petit peu rare, parfois un petit peu désuet, mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir ce type de lecture. Il y a une précision également dans l'observation dont on peut s'inspirer quand on observe les plantes, les oiseaux ou n'importe quel être vivant. Il y en a quand même une bonne poignée de tomes, donc ça peut meubler les longues journées de pluie sans aucun problème. Je conseillerais aussi la lecture des ouvrages de Jean Rostand, avec beaucoup de références un peu plus philosophiques, basées aussi sur l'observation de la nature, mais où il remet un petit peu en cause la façon dont l'humanité se développait à son époque, ce qui ne s'est pas arrangé depuis. On peut retrouver un peu des leçons de vie et de fraîcheur en lisant Jean Rostand. Je conseillerais aussi Lévi-Strauss. Lisez Triste Tropique, c'est magnifique. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler au Thierry âgé de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, sois un petit peu moins branché nature, apprends plus un peu ton anglais, ça pourra te servir plus tard quand tu feras des conférences comme tu en as fait en souffrance parce que ton anglais est assez mal maîtrisé. Travaille un peu plus tes maths côté statistique parce que tu en auras besoin pour l'écologie et ta thèse. Voilà, je dirais ne pas trop négliger, même quand on est passionné par la nature, de pas trop négliger d'autres matières qui peuvent être un petit peu barbantes, disons, pour quelqu'un qui est un peu monomaniaque, comme j'ai pu l'être à l'âge de 16 ans, où je ne pensais que nature, que insectes, fossiles, coquillages, amphibiens, reptiles, poissons, donc j'étais assez monomaniaque, ce qui m'a valu une réputation au collège de me faire appeler tantôt Fleur de Batracien ou Monsieur Aquarium selon les années. Mais qui m'a aussi permis d'avoir de solides connaissances parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs de sciences naturelles qui avaient repéré l'énergumène et qui ont apporté donc beaucoup de patience et pour me faire participer à des voyages d'études réservés normalement aux classes préparatoires, mais moi j'étais en 5e et j'allais déjà faire les voyages d'études des classes préparatoires en géologie notamment ou dans d'autres disciplines. Est-ce que tu peux nous suggérer un ou plusieurs invités que tu aimerais bien entendre dans le podcast? Eh bien, on peut aller du nord au sud de la France. J'ai un collègue qui fait des choses merveilleuses dans les marais de l'Audomarois. Il s'appelle Luc Barbier. Il a fait énormément de choses. Lui aussi est passé par la case Ramsar, par également les réserves de biosphère dans ce réseau mis en place au niveau de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut voir avec son marais Audomarois et ses vatringes, donc il faut aller le voir. Il y a également une station biologique privée qui a été mise en place par un Suisse qui était plutôt dans la
un laboratoire pharmaceutique, mais qui est un passionné d'ornithologie qui s'appelle Luc Hoffman et qui a créé donc la station biologique de la Tour du Valat. Et donc son directeur actuel, Jean Gelbert, est quelqu'un qu'il faut également rencontrer impérativement. Mais je pourrais vous donner des dizaines de noms de collègues qui font tous des choses fantastiques, chacun dans leur univers régional ou professionnel et qui méritent aussi tout le respect qu'on peut leur devoir. Où est-ce qu'on peut suivre les activités du Marais et savoir quand est-ce qu'il y a une visite, par exemple? Les activités du Marais, on peut les avoir. Les activités du Marais, on peut les avoir à la fois sur le site, par exemple, du parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande. Il s'investit assez fortement sur ce marais. On peut les avoir auprès de l'Office du tourisme, donc de la communauté de communes de Pont-Audemer et Val-d'Orille. Et puis également, au niveau de notre association, nous avons développé un petit site qui donne plutôt les informations liées à notre espace de prédilection, donc qui est la réserve naturelle des Courtilles de Bouclon. Oui, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et à bientôt. C'est parfait, merci beaucoup pour cet entretien. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, vous serez avec Charlotte et moi pour un épisode spécial. Quelle chance! Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. À bientôt!